Ça y est, nous sommes en direct, c'est parti. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation merci de ici à Radio M, de partager avec nous l'émotion que ça a été hier, l'inauguration de la stèle de votre père, Maurice Audin, un moudjahid, un homme qui a soutenu la liberté des Algériens, qui a soutenu l'indépendance. Et disparu, c'est à peine en 2018 que le président de la République française reconnaît que c'était un crime français, sa disparition, et même plus. Il a même parlé de torture institutionnalisée. Hier, vous avez assisté à cette inauguration. Quel sentiment avez-vous éprouvé à ce moment-là, au milieu d'Algériens? Je le rappelle, vous savez, c'est bien la première fois que les Algériens se sont réunis. Ils étaient aussi nombreux depuis longtemps sur la place Audin. J'ai vu des images où ils étaient un peu plus nombreux, il y a 3 ans. Ouais. Je pense que, en fait, cette place existe depuis le 4 juillet 1963. Elle est emblématique. Et en fait, à ce moment-là, le nom de Maurice Audin a remplacé celui de Maréchal Lyoté, ce qui est quand même quelque chose qui me paraît un bon signe, de remplacer quelqu'un qui a massacré pendant la colonisation par quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance de son pays. Le fait est que je pense que cette place n'a en fait jamais été inaugurée officiellement. La stèle, la céramique a été inaugurée en 2012. Et là, il y a ce buste qui a été installé au-dessus de la stèle. Alors, je suis incapable de dire si c'est ressemblant ou pas, si ça correspond ou pas, parce que moi, j'avais 1 mois quand mon père a été arrêté, donc je ne l'ai pas connu, en fait. Je ne l'ai jamais connu que... Beaucoup disent que vous lui ressemblez. Je l'ai connu uniquement plat, sans relief, en noir et blanc, sans mouvement et sans son. Donc je suis incapable de dire si cette chose en relief correspond à la réalité ou pas. Mais en tout cas, je suis assez content que le buste regarde vers Mohamed V ou Didouche et voit les choses arriver vers lui. Éventuellement, on voit les Algériens arriver vers lui, tout ça. Je trouve que c'est finalement un joli symbole. Je suis content que la céramique soit restée et je suis assez satisfait de l'emplacement qui a été trouvé pour le buste, qui avait été un peu... qui était arrivé sur la place de façon un peu chaotique il y a un peu plus d'1 an. Oui, vous avez dit que vous n'y aviez pas été associé. Oui. Et donc là, on a un peu discuté et on s'est mis d'accord sur l'emplacement du buste. En réalité, c'est pas... Bon, c'était une inauguration un peu au pas de course quand même, malgré tout, parce que les officiels étaient pressés de faire les choses pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, des choses comme ça. Il y en a eu. Pas beaucoup, mais un petit peu, oui. Oui. Donc il fallait finir vite. Mais disons que la journée d'hier était émouvante pour d'autres raisons. La première raison, c'est déjà de la rencontre avec le ministre des Moudjahidines, qui a confirmé, a dit officiellement qu'il suivait des pistes et qu'il allait faire ce qu'il fallait pour essayer de trouver les restes du corps de Maurice Audin. On va parler justement de cette deuxième déclaration qu'il avait faite, mais la première, il était revenu sur ce qu'était votre père. Je vais reprendre ses propos. Il dit « C'est un héros, un symbole de la guerre. L'histoire préservera son courage et son engagement. » Alors, est-ce que vous trouvez que ces propos répondent à vos attentes, à votre combat, à celui de votre mère? Oui, je pense que c'est assez satisfaisant pour moi, parce que ça correspond, ça donne une réponse à ceux qui disent que c'est un ami de la Révolution. Il ne s'est jamais senti ami de la Révolution algérienne, il s'est toujours senti algérien, et il s'est toujours battu pour l'indépendance de son pays, depuis qu'il est entré au Parti communiste algérien en 1951. Il est entré au Parti communiste algérien parce qu'il y avait cette politique pour l'indépendance. Dès 1951, il était dans cette optique-là. C'est d'ailleurs assez amusant de voir, entre guillemets amusant, de voir à quel point les communistes algériens étaient coupés un peu du reste
du reste du monde d'une certaine façon. Ils étaient obnubilés par la lutte pour l'indépendance. Ils ne s'occupaient absolument pas, par exemple en 1956, ils ne sont absolument pas occupés de ce qui se passait du côté de l'Union soviétique ou de choses comme ça. Ils étaient à fond dans le débat sur comment faire pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Donc c'était vraiment son combat, c'était son pays, c'était un combat d'intellectuels, évidemment, c'est-à-dire il s'occupait de diffuser des tracts, de participer à des manifestations, de choses comme ça. Il ne prenait pas les armes, et il n'allait pas combattre dans le maquis, etc. Quand il a été arrêté, cette information est vraie, et quand il a été arrêté, il avait en sa possession, et il avait la charge de cacher la machine qui imprimait le journal Liberté du Parti communiste. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'était le nom, c'est un joli nom, je trouve, pour un journal. Oui. C'était le nom du journal du Parti communiste algérien. Et pour moi, c'est un vrai souci qu'un journal actuellement s'appelle Liberté et est disparu il y a quelques semaines. Je trouve que c'est un mauvais signal sur la liberté de la presse, sur la façon dont les choses se passent actuellement. Et c'est dommage parce que je pense qu'il pourrait y avoir une volonté, et il y a théoriquement une volonté affichée depuis Istanbul, par exemple, sur le fait de discuter entre le pouvoir et l'opposition, des choses comme ça. Ouais. Ce serait bien. Vous allez avoir l'occasion d'en parler justement, parce que nous sommes le 5 juillet, c'est bientôt, hein, la fête de l'indépendance. Votre père a milité et a soutenu la guerre de libération, et vous avez soutenu la révolution des Algériens de 2019. On va reparler dans un petit instant. Mais je voudrais revenir d'abord sur le combat que vous menez, que votre mère décédée a mené aussi. C'est d'ailleurs elle qui avait reçu les excuses du président français en 2018. Non, il n'y a pas d'excuses possibles. Pas du tout. Les seules excuses qu'il a faites à ma mère, c'est qu'il s'est excusé sur le fait que ça ait pris aussi longtemps d'arriver à cette déclaration. Mais par contre, sur les faits eux-mêmes, il n'a jamais demandé pardon, et il n'était pas question de lui demander des excuses. Ma mère voulait juste la vérité. Et la vérité, il l'a dite et il n'a pas dite. Il l'a dite pour les Algériens, pas vraiment pour Maurice Audin. C'est-à-dire que les militaires français ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas savoir, pour que même le président de la République actuelle ne puisse pas savoir réellement ce qui s'est passé. Est-ce que Maurice Audin a été arrêté, torturé et assassiné? Est-ce qu'il a été arrêté, torturé et exécuté? Ce n'est pas exactement la même chose. Il n'est pas capable de le dire. Alors, donc, par contre, ce qu'il a dit qui était important dans cette déclaration, c'est que la torture était d'une part généralisée, et d'autre part, elle servait non pas à déjouer des attentats, mais elle servait à terroriser la population. Et effectivement, si on regarde l'expression « bataille d'Alger », qui vient quand même du général Massu, une bataille, pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris ça à l'école, une bataille, c'est une bataille entre deux armées. Là, il ne s'agit pas d'une bataille entre deux armées, il s'agit de l'armée française contre le peuple algérien. Ça me paraît quelque chose d'assez différent, et je pense que c'est bien que dans la déclaration du président de la République française, ce soit ça qui soit annoncé. Et c'est quelque chose qui n'est pas, contrairement à ce qui a été dit ici en Algérie, qui n'est pas une affaire franco-française. C'est une affaire franco-algérienne, certainement. Absolument. Mais c'est une affaire qui concerne effectivement les Algériens, et c'est dommage que la réaction ait été assez... du bout des lèvres, on a dit c'est une affaire franco-française, tout ça. Ça veut dire que quand le président de la République française fait des choses qui avancent dans le bon sens, on ne le reconnaît pas. Donc, surtout quand il était dans une période électorale ou préélectorale, si la droite et l'extrême droite le poussent à faire d'autres déclarations, ben, il en fait d'autres. Pour obtenir sa réélection, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été pris, que les choses n'aient pas été prises sur le fond, disons, comme quelque chose de positif par rapport aux relations entre la France et l'Algérie. La France reconnaît que la torture a été utilisée de façon générale, elle reconnaît que cette torture a été utilisée pour terroriser le peuple algérien. Je pense qu'on a avancé et que c'est difficile de faire beaucoup mieux comme déclaration générale sur la torture. On en a discuté avant. Vous savez, ma mère n'avait pas sa langue dans sa poche, donc j'ai été élevé par ma mère, je suis un peu comme elle, mais elle n'avait pas sa langue dans sa poche, et quand le président précédent, François Hollande,
avait juste dit, en 2014, avait juste dit, oh, bah, il ne s'est pas évadé. Il est mort en détention, ça veut dire quoi? Il a dit cette option n'est pas valable. C'était un peu nul comme déclaration, il faut bien dire. Et quand les médias ont interrogé ma mère sur ce qu'elle pensait de cette déclaration, elle a dit franchement que c'était nul. Et donc le président suivant, quand il fait une déclaration, il s'assure d'abord que ça nous convient, parce qu'autrement, il sait qu'il va y avoir, qu'il va prendre une volée de bois. Elle était réfléchie, mais il n'y a pas eu d'excuse. Hein, voilà. il n'y a pas eu d'excuse. Les seules excuses qu'il a présentées, c'est le fait que ça ait pris 61 ans. Ouais. Cette déclaration aurait pu venir beaucoup plus tôt. Et si elle était venue beaucoup plus tôt, ça aurait permis aussi d'avoir un certain nombre de témoignages d'un certain nombre d'acteurs encore vivants et de savoir un petit peu plus précisément ce qui s'était passé. Et donc, elle a dit aussi, puisqu'on parle de votre mère, que le combat allait continuer, qu'elle n'allait pas s'arrêter là, que maintenant il fallait savoir qui étaient ses bourreaux, comment il a été assassiné, où est-ce qu'il se trouve, où est son corps. Et vous en avez parlé tout à l'heure, le ministre des Moudjahidines a promis ou a pris l'engagement d'entamer des recherches pour essayer de savoir éventuellement où retrouver le corps et exhumer la dépouille de votre père. C'est une demande que vous avez faite depuis longtemps? Oui. Hein? Oui, depuis longtemps, parce qu'en fait, il y a eu un article dans le quotidien d'Oran en août 2014, ça commence à faire un moment quand même. En août 2014, il y avait un article qui c'était assez sympathique comme histoire. C'est un Algérien qui disait bon, j'étais gosse, il avait 10 ans, quelque chose comme ça. Il faisait paître sa vache à côté d'un cimetière et il voyait tous les jours les militaires français arriver, balancer un corps et repartir. Et quand ils étaient repartis, il allait voir de qui il s'agissait, quel était le corps en question. Il reconnaissait le mort et il allait prévenir la famille qui pouvait récupérer le corps et procéder à un enterrement normal, disons. Bon, ça, je trouve ça assez mignon comme histoire, disons. Jusqu'au jour où c'est des militaires qu'ils ne connaissaient pas, qui sont arrivés dans un véhicule qu'ils ne connaissaient pas, à 6 roues, et qui ont jeté le corps de quelqu'un qui avait l'air d'être un Européen et qu'ils ne connaissaient pas et qui n'était pas capable de reconnaître. Donc il est persuadé, lui, que c'est Maurice Audin dont il s'agissait. Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il dit qu'il avait une veste en velours, j'imagine mal, au mois de juin, Maurice Audin avec une veste en velours. Donc je ne comprends pas bien comment c'est possible, par exemple. En tout cas, ma mère était assez dubitative. Mais disons que, dans la mesure où il y avait cette piste-là, on s'est adressé aux autorités algériennes par le biais de notre avocat, qui a demandé à ce qu'on fasse des recherches à ce sujet. Et les recherches en paternité, ça existe avec l'ADN. On regarde l'ADN de ce qu'on a trouvé, on regarde l'ADN de la mère et on regarde l'ADN de l'enfant. Et si dans l'ADN de l'enfant, ce qui n'est pas dans l'ADN de la mère se retrouve là et inversement, ça veut bien dire qu'il y a filiation par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc c'était relativement facile, il suffisait d'aller voir, de voir s'il y avait des restes, si on pouvait récupérer l'ADN sur ces restes-là, de prendre l'ADN de ma mère et de prendre mon ADN, et hop là, on pouvait établir si c'était vrai ou pas, si c'était bien lui ou pas. Et ça n'a pas été fait. On nous a répondu, vous allez avoir une réponse très rapidement. 2014. 2014. Et notre avocat a continué, Roland Rapaport a continué à faire des demandes, à être en contact avec l'ambassade d'Algérie en France, etc. Et on a continué à lui répondre qu'il allait avoir une réponse très rapidement. Manque de chance, il est quand même décédé en cours de route, quoi. Donc on a continué avec son associé, Maître Hoquet, mais c'est quand même une affaire qui dure depuis 2014. Et donc là, en 2018, en février 2018, il y a un appelé qui a dit aussi quelque chose, qui a fait un témoignage dans l'Humanité, qui a fait un témoignage disant moi, on m'a fait venir, on m'a fait prendre un corps dans une ferme, l'amener dans une autre ferme pour l'enterrer.
c'était assez répugnant ce qu'il racontait, puisqu'il disait que le corps en question avait été d'abord passé à la lampe à souder pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Avait été intégralement passé à la lampe à souder pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché, être un vrai pourri pour faire une chose pareille déjà, mais bon. Est-ce que c'était bien le corps de Maurice Audin? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pareil, il a donné des renseignements. C'est peut-être du côté français qu'on peut avoir des renseignements sur comment ça s'est passé. Henri Allègre, une déclaration aussi. Il avait mais en été tout cas, arrêté c'est aux juste autorités après. françaises à aller voir ce qui se passe, quoi. À l'époque, en 1958, Pierre Vidal-Naquet disait que Maurice Audin avait été enterré à Fort-l'Empereur. Donc, bon, voilà, il y a un certain nombre de pistes comme ça, où on pourrait faire des fouilles, exhumer les restes qu'on pourrait trouver, et puis faire des tests. Ce qui est intéressant dans quelle sera la démarche, ce qui est intéressant dans après la déclaration du ministre, enfin en même temps que la déclaration du ministre dit c'est que il va le faire pour Maurice Audin, mais qu'ils vont le faire pour tous les disparus. Et je crois que c'est ça qui est important. Maurice Audin a été un symbole au moment de la guerre de libération nationale. C'était un symbole de l'utilisation de la torture, des victimes de la torture. Un parmi des milliers. Maintenant, ça peut devenir un symbole de la recherche des restes pour que finalement, toutes les familles de disparus puissent faire un deuil, quoi. Si on regarde par rapport à l'ensemble de l'Algérie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui ne sont pas concernées par la disparition d'un proche. Des millions de disparus. Voilà. Des millions. Donc, du point de vue des archives, pour revenir à cette histoire d'archives, bon, il y a eu la déclassification, mais on sait bien qu'elle n'a pas, jusqu'à maintenant, elle n'a pas servi à grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de traces qui ont disparu. Oui. Hein? Il y a des traces qui n'ont pas été faites, et ce qu'on trouve surtout aux archives concernant Maurice Audin, c'est ce que les militaires ont annoncé. C'est-à-dire la thèse de l'évasion, etc., les choses qu'ils ont jouées. Habituellement, à cette époque-là, quand on annonçait aux familles que la personne s'était évadée, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la personne était morte et qu'on s'était débarrassé du corps. Donc, point barre, quoi. Là, dans le cas de Maurice Audin, bizarrement, ils ont joué une évasion, et ils ont même attendu qu'il y ait un civil qui se présente pour démarrer la scène de l'évasion, pour être sûr d'avoir un témoin civil de leur mise en scène. Donc c'est bizarre qu'ils aient fait cette mise en scène, mais en fait ils l'ont faite. Et quand ils ont raconté les choses, ils ont fait des déclarations un petit peu contradictoires, des choses qui n'allaient pas, qui ont permis de savoir que c'était faux. Mais de fait, ce qu'on trouve, c'est essentiellement ça dans les archives. Hein, surtout pas, il n'y a pas dans les archives quelqu'un qui dit « j'ai tué Maurice Audin ou je l'ai enterré à tel endroit, etc. » Donc ça n'existe pas. Et à ce moment-là, ce qu'on attend, c'est éventuellement des preuves d'archives, on dit personnelles. Vous savez, c'est à la même période, on est en 1957, c'est à la même période que Ben Mehidi a été assassiné, on avait bien dit qu'il s'était pendu, voilà. C'était en janvier d'ailleurs, votre père a été poussé dans le vide, exactement dans le même immeuble que celui dans lequel Maurice Audin a été torturé 3 mois après. Il a d'abord été torturé puis poussé dans le vide. Maurice Audin, il a été torturé puis assassiné, je ne sais pas exactement de quelle façon, mais c'est exactement au même endroit. Pour moi, c'est aussi un symbole du fait que l'armée ne pouvait pas supporter qu'il puisse y avoir des intellectuels algériens et qu'il puisse y avoir une élite algérienne qui aurait pu diriger le pays ou emmener le pays au moment de l'indépendance, quoi. Et c'est effectivement un vrai problème au moment de l'indépendance, le fait d'avoir des cadres capables de... Il y en avait, ils étaient nombreux. À propos de ces archives alors, quelle sera votre approche maintenant? Parce que vous dites que ce qu'il faut trouver peut-être, ou sans doute, c'est dans les archives personnelles de ces militaires, de cette administration. Il risque d'y avoir des renseignements dans les archives soi-disant privées d'un certain nombre de militaires qui ont... Ossarès avait fait sa déclaration au sujet de Ben Mehidi, c'est à ce moment-là qu'on avait appris... Le problème d'Ossarès, c'est que Ossarès, c'est quelqu'un qui était un menteur professionnel, qui a passé sa vie à mentir, qui était dans les services de renseignement, etc., qui a passé sa vie à mentir. Et en particulier par rapport à Maurice Audin, il a passé son temps à mentir, même à la fin de sa vie. Il y a un pseudo-journaliste qui a été le rencontrer et qui a
qui lui a demandé ce qu'il savait sur Maurice Audin, il a commencé par lui dire « je sais rien ». Ensuite, il est retourné le voir, il lui a demandé, et il a dit une thèse qui ne lui plaisait pas. Donc il est retourné le voir en lui disant bah, « dites-moi », et il lui a donné une autre thèse qui ne plaisait pas aux journalistes. Puis il a été le voir, puis il a eu comme ça des versions, les unes derrière les autres, qui étaient complètement contradictoires. Et puis il y a un moment où ce que lui a dit Aussaresses lui a plu, alors il a considéré que c'était la vérité. Mais bon, je veux dire, si on avait continué à demander à Aussaresses aurait encore inventé un truc et encore inventé un truc. Et alors comment faire par rapport à ces archives personnelles en ce qui concerne Aussaresses, en ce qui concerne Massu, c'est des archives personnelles, mais c'est des archives privatisées en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui, quand ils ont quitté leur poste à l'armée, ils ont pris leur dossier et ils sont partis avec leur dossier. Mais ces dossiers, ils auraient dû rester à l'armée. C'est des dossiers de leur boulot. C'est à la République d'intervenir et de demander la récupération de ces archives. La récupération de ces archives à la veuve Massu, à la veuve Aussaresses, etc. Oui, ce serait bien. Vous avez fait cette démarche ? On n'arrête pas de faire ce genre de demande. À chaque fois, on nous répond que non, on ne va pas faire les choses comme eux, on ne va pas essayer de les contraindre, etc. Enfin, bon. Donc c'est un peu compliqué. Mais disons que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée française, mais je pense beaucoup d'armées, est une très grosse productrice de paperasse. Et il y a énormément d'archives d'archives de l'armée française. Et sur Maurice Audin, ils ont fait ce qu'il fallait pour évacuer les choses, mais sur l'ensemble des disparus, je ne crois pas. Je pense que ça figure, que ça apparaît, qu'on peut trouver des traces, et que c'est important d'accéder aux archives pour tous les disparus algériens. Parce que Maurice Audin, c'était un symbole, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas savoir, ok, mais ils ne l'ont pas fait pour tous les disparus, c'est pas vrai. Les disparus, en plus, leur racisme profond, ancré, etc., fait que si c'est des Arabes, ça n'a pas d'importance de dire des choses sur les Arabes, etc. Quoi. Et de noter qu'on a tué telle ou telle personne de telle ou telle façon, etc. Donc, et c'est effectivement des choses que j'ai trouvées, par exemple, dans le cas de 2-3 personnes dans les archives concernant Maurice Audin, parce qu'à propos de Maurice Audin, on faisait une liste de choses, etc. Et on racontait que sur le mois de juin, il y avait tel jour une tentative d'évasion et un tel ont été abattus. Tel jour, un tel a été retrouvé pendu dans sa cellule. Tel jour, Maurice Audin s'est évadé. Tel jour, etc. Il y avait une liste comme ça de choses, de renseignements dans les archives auxquelles j'ai accédé, que j'ai effectivement transmises aux historiens Fabrice Reseputi et Malek Aral, qui s'occupent d'un site qui s'appelle milot.org, 1000AUTRES.org. C'est un site où on attendait la déclaration du président de la République le 13 septembre, donc on l'a ouvert le 14 septembre 2018, pour essayer de faire un relevé, une liste de tous les disparus possibles, avec le maximum de renseignements possibles sur chacun des disparus. Il y en a combien sur cette petite période ? Sur cette période de la pseudo-bataille d'Alger, voilà. Vous avez juin, juin seulement, sur ce mois ? Non, sur l'année 57, en fait. Oui. Ça va en faire beaucoup. Il y a présentement à peu près 350 cas qui sont effectivement répertoriés, où on peut dire ce qui s'est passé, pas avec une très très grande précision, mais disons qu'en tout cas on peut renseigner les choses concernant 350 personnes, on est loin du compte, mais ce qui est un bon début déjà. Vous avez été approché par des familles de... On aimerait bien avoir des contacts, il y a des contacts effectivement qui ont eu lieu, mais on aimerait bien pouvoir faire des choses de façon plus sérieuse, en venant ici, que les historiens viennent ici, puissent interviewer des gens, puissent rencontrer des gens, avoir des témoignages, avoir des archives, etc. Le ministère des Moudjahidines vous a demandé cette liste ? Non, mais a priori, il était assez d'accord pour aider sur le site milot.org. Après, on va voir concrètement ce que ça va donner, j'en sais rien. Hein. Ouais. On a eu une visite une visite ici pour le 60e anniversaire, là. D'une dizaine de jours, qui était assez chargée. Ouais. Donc maintenant,
confirmer les contacts qu'on a pu avoir avec les historiens en particulier, et avec le ministre des Moudjahidines. Pierre-Audin, quand votre père est décédé, vous étiez bébé, vous aviez 1 mois, hein, 1 mois et demi, oui, ça fait toute la différence. Et finalement, cette histoire, vous l'avez, l'histoire de votre père, l'histoire de la guerre d'Algérie, de ces tortures, de tout cela, vous l'avez appris à travers le récit de votre mère, mais vous l'avez appris aussi à travers les livres, à travers les témoignages, à travers l'école. Hein, un petit peu comme nous, hein, pour la génération d'après-indépendance, à la différence, sans doute, que vous étiez torturé par un autre son de cloche, puisque vous étiez parti, vous aviez quitté l'Algérie. Ma question, c'est qu'est-ce que cette vision française aujourd'hui de l'histoire que nous avons vécue ensemble, comment a-t-elle évolué et qu'est-ce qu'elle pourrait offrir de différent de ce qui nous a été servi jusque-là? On parlait dans l'écriture de l'histoire, on parlait de vous et de l'école. On sait très bien que ces vérités ne sont pas dites, elles ne sont pas toutes dites, elles sont même... il y a des mensonges hein, autour de l'histoire de la guerre de libération. Est-ce que vous y croyez, vous, personnellement, à cette volonté française de faire la lumière et de dire la vérité, à commencer peut-être par l'école? Je pense qu'il y a une vraie volonté au niveau par exemple, du président de la République actuel. Il y a une vraie volonté là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de blocages un petit peu partout, au niveau de l'armée, au niveau des ex-pieds noirs à droite et à l'extrême droite. Il y a un certain nombre de lobbies, disons. En particulier, il y a, par exemple, auprès du Premier ministre, une espèce d'officine à moitié secrète qui s'appelle le SGDSN, Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, qui est un truc assez opaque, qui essaye d'empêcher l'accès aux archives, qui par tous les moyens, avec des instructions, avec des... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est là que ça se gère, c'est là que... En tout cas, en particulier, à cet endroit-là, il y a ce qu'il faut comme... l'histoire de l'Algérie. Ouais. Mais ils ne font pas que ça, hein, mais en particulier, c'est eux qui font ce qu'il faut pour empêcher l'accès aux archives de cette période. Donc c'est assez compliqué. Disons que le président de la République n'est pas le monarque et le dictateur tout-puissant qui réussit à tout faire lui-même. Et la population. Et il est donc coincé par... au niveau de la population, il y a, dans tous les traumatismes, je pense, il y a des choses qui se répercutent sur les descendants. Et donc, ok, les gens sont en train de disparaître les uns derrière les autres, les gens qui ont vécu l'Algérie française, etc., sont en train de disparaître les derniers sont en train de disparaître, en fait. Mais il n'empêche que dans la famille, il y a une légende familiale qui se perpétue. Et donc il y a beaucoup de choses à faire, je pense, pour apaiser un peu les choses et pour que les choses se passent plus sereinement. Je pense que c'est l'objectif du rapport Stora, oui, qui a été beaucoup décrié ici en Algérie, qui a été beaucoup commenté en Algérie. Bon, on peut commenter que celui de Stora, pas celui de l'Algérie, parce que normalement, en même temps que Stora avait une commande d'un rapport, il y avait ici aussi une commande, et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se fait, mais pour le moment, on n'en voit rien en tout cas. Ouais. Donc ce serait quand même pas mal, parce que le rapport Stora, il concerne les Français. Il pourrait y avoir ici un rapport qui concerne les Algériens. C'est ce qui était prévu. Et peut-être qu'à force, on pourrait avoir un rapport commun, quoi, un truc qui dit, maintenant que d'un côté comme de l'autre, on a un peu avancé dans chaque pays, peut-être que les deux pays pourraient aussi discuter ensemble et essayer d'avancer ensemble. Je pense que l'histoire ne sera pas racontée de la même façon en France et en Algérie, mais si la vérité est faite sur ce qui s'est passé, de tous les côtés, sur tous les points de vue. Par exemple, là, on est venu avec un historien qui travaille sur la guerre des grottes,
qui est en train d'exhumer quelque chose qui a été bien caché pendant assez longtemps. Tout le monde sait qu'il y a eu des enfumades au moment de la colonisation. Et en particulier, nous, on est allé voir les grottes du Dahra où il y avait eu des enfumades en 1845. Cette fois-ci, depuis votre arrivée à Alger. Et on a fait un bon petit détour par les grottes du Dahra pour voir effectivement le lieu. Mais en fait, pendant la guerre de libération nationale, les combattants qui se dissimulaient, qui se cachaient dans les grottes, dans les casemates, dans des réseaux souterrains, ont été en fait gazés par l'armée française avec des dispositifs plus sophistiqués les uns que les autres. C'était plus un feu de bois et on en fume. Non, c'était vraiment des gaz bien calculés, bien prévus pour détruire les soldats, les populations, éventuellement même des prisonniers français qui étaient dans ces endroits-là et qui ont été gazés et où les corps ont été laissés bien sur sûr. place. À travers l'association, vous allez au-delà de chercher la vérité sur Maurice Audin. Vous voulez établir la vérité tant que vous pouvez sur cette partie de l'histoire algéro-française, de la guerre d'Algérie et de ce qui s'est suivi. Vous faites beaucoup de choses, au-delà de la recherche aussi sur les disparus. Vous avez par exemple institué un prix en mathématiques. Oui. En fait, et vous venez de récompenser 2 Algériens, enfin un franco-algérien en France et un Algérien ici, il y a à peine un mois. Ouais, c'est important pour vous, tous ces gestes de rapprochement, parce que vous dites aussi que la réconciliation, elle doit se faire aussi avec les vivants. Tout à fait. Entre les vivants. Et surtout, le fait de connaître son histoire, c'est pour aller vers l'avenir. C'est pas pour regarder son nombril et se dire, voilà, mon histoire. C'est bien la connaître, ça permet d'avancer. L'association Josette et Maurice Audin s'appelait précédemment, au début, Association pour un prix de mathématiques Maurice Audin, quelque chose du genre. Ensuite, elle s'est appelée Association Maurice Audin, et ensuite, elle s'est appelée Association Josette et Maurice Audin. Mais l'idée de départ, c'était effectivement créer un prix de mathématiques qui s'appelle Maurice Audin. Parce que votre mère est enseignante en mathématiques, parce que votre père aussi avait fait un parcours mathématique, et vous aussi. Tout à fait. Oui, moi, parce que ma mère était mathématicienne, donc c'est elle qui m'a élevé, donc c'est assez naturel qu'elle ait réussi à me transmettre sa passion des maths. Mais effectivement, le prix de mathématiques Maurice Audin, l'idée c'était ça a été imaginé par un mathématicien qui s'appelle Gérard Tronel, qui est décédé désormais, mais qui était très préoccupé par le fait de faire savoir la vérité sur Maurice Audin. Depuis les années 57-58, il était dans le comité Audin, il était et petite main de ce comité. Et il a eu cette idée absolument géniale de dire il faut créer un prix de mathématiques qui soit un prix qui corresponde à de la coopération scientifique. Et donc, il y a 2 lauréats, un du côté français, un du côté Algérie, France-Algérie. On peut rappeler leurs noms? Vous les avez en tête? Les mathématiciens qui ont été récompensés cette fois-ci? Ah, cette fois-ci. Oui, ça fait 4 ans. Depuis 2004, je vais avoir du mal. Mais donc, depuis 2004, il y a effectivement ce prix où, effectivement, on ne regarde pas trop la nationalité. L'essentiel, c'est qu'il y a un mathématicien qui travaille en France et qui vient en Algérie pour présenter ses travaux à ses collègues, un mathématicien qui travaille en Algérie et qui vient en France pour présenter ses travaux à ses collègues. Donc le mathématicien qui travaille en Algérie, c'est Samir Bedrouni, qui est un mathématicien de l'USTHB cette année. Et le mathématicien côté français, c'est effectivement un franco-algérien, Yassine Chitour, qui est donc le lauréat côté français 2022 du prix de mathématiques Maurice Audin. Mais l'idée, c'est systématiquement d'avoir 2 lauréats qui chacun traverse la Méditerranée pour aller voir ses collègues, et c'est donc un début de coopération scientifique entre les mathématiciens français et algériens. Donc on va dire qu'on est dans un petit pays qui est les mathématiques. Dans ce petit pays, on réussit à faire de la coopération et à travailler ensemble, peu importe ce qui se passe au niveau des gouvernements.
On Justement, pourrait dire la- qu'il pourrait y avoir la même chose dans d'autres disciplines scientifiques, dans les arts, dans la culture, dans le sport. Absolument. Et il y a aussi des causes qui sont plus grandes que cela. Hein. Votre père a défendu les Algériens, a soutenu l'indépendance de l'Algérie. Vous avez soutenu la révolution des Algériens en 2019, hein, le Hirak. Aujourd'hui, vous êtes algérien. Vous avez été naturalisé par décret présidentiel, et vous dites d'ailleurs, c'est curieux d'être naturalisé alors que je suis déjà algérien, puisque votre mère était algérienne. Elle est née en Algérie, elle est née dans la Mitidja. Elle est algérienne depuis 63. Elle est née à Bab el Oued. À Bab el Oued, pas dans la Mitidja. Là, c'est ma grand-mère. C'est l'histoire là aussi. C'est ma grand-mère qui était née dans la Mitidja. Ouais. Mais ma grand-mère paternelle. Ouais. Mais ma mère est née à Bab el Oued. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes algérien, on va dire 100%. Hein? Oui. Oui, je trouve effectivement un petit peu curieux d'avoir été naturalisé algérien alors que j'étais déjà. Mais disons qu'effectivement, à partir du moment où j'ai été naturalisé algérien, où il y avait un décret me concernant personnellement, avec mon nom à moi et mon prénom à moi, ça a été plus facile d'obtenir les papiers. Ça m'a quand même pris, entre le moment où j'ai commencé à demander à avoir mon passeport et le moment où je l'ai eu, il s'est quand même passé 3 ans et demi. Dans les 3 ans et demi, entre novembre 2018 et avril 2022, il y a eu ce décret du président de la République algérienne qui a dit le 25 août 2020 qu'il me naturalisait algérien. Voilà. En tout cas, ça a été la façon d'obtenir facilement d'abord mon 12S ou mon S12, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. S12. Hein, et ensuite, ensuite le passeport. C'était important pour vous, avant de revenir sur le Hirak, c'était important pour vous, pourquoi c'était important pour vous d'avoir le passeport algérien? C'était important pour moi parce que je voulais m'adresser aux autorités algériennes en tant qu'Algérien et pas en tant que Français. Et donc je voulais poser la question par exemple au ministre des Moudjahidines sur les restes du corps de Maurice Audin, qui pour moi était un Algérien, même si à l'époque la nationalité algérienne n'existait pas. Elle n'a commencé à exister que le 5 juillet 62. Pour moi, c'était un Algérien, et pour moi, je suis un Algérien. Donc si je m'adresse au président de la République française pour savoir des choses, c'est en tant que citoyen français que je m'adresse à mon président. Et donc si je m'adresse au président de la République algérienne ou aux autorités algériennes pour savoir des choses sur les restes de Maurice Audin, je souhaite le faire non pas en tant que Français aigri ou je ne sais quoi, mais en tant que citoyen algérien. Et donc je trouvais nécessaire de bénéficier de mes papiers pour être sûr d'être considéré comme un Algérien quand je m'adresse à mon ministre ou à mon président. Et pour revenir sur le Hirak, moi j'ai pas effectivement participé. Ce sont les mêmes causes qu'on défend aujourd'hui, la mais liberté, la démocratie, la justice, la libération des détenus. En tant que citoyen algérien, quel message vous avez, si vous lancez aujourd'hui aux autorités algériennes, puisque vous En tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que Maurice Audin est un combattant de la révolution algérienne, etc. C'est un shahid, c'est un mujahid. Il n'y a pas d'ambiguïté maintenant au niveau des autorités algériennes. Maurice Audin, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il se battait à sa façon, d'intellectuel, etc. Mais il se battait pour une Algérie solidaire, fraternelle, multiculturelle, etc. Il était, par exemple, en ce qui me concerne, je suis algérien et pourtant je suis un vrai mécréant. C'est-à-dire que mes parents se sont mariés 3 semaines avant que mon père soit majeur. À l'époque, la majorité, c'était 21 ans en France. Ils se sont mariés 3 semaines avant qu'il soit majeur pour être obligés de demander l'autorisation à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question qu'il se marie à l'église. Et donc, pour faire un peu d'honneur malgré tout à ses parents, en particulier à son père, du fait qu'il n'y ait qu'un mariage civil, ils se sont dépêchés de se marier avant sa majorité, comme ça le père était obligé de donner son accord sur le mariage.
Mais ensuite, ils ont eu 3 enfants, et les 3 enfants n'ont pas été baptisés pour aucune religion, tout ça. Donc je suis un vrai mécréant 100%. Ça ne m'empêche pas, je pense, d'être algérien, et ça ne m'empêchait pas, et ça ne les empêchait pas eux, de se sentir algériens et de se battre pour une société dans laquelle les gens soient solidaires, fraternels, libres, qu'ils aient le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils aient le droit de penser ce qu'ils ont envie de penser, qu'ils aient le droit d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, avec un peu de respect les uns pour les autres, etc., sans problème. Mais typiquement, après 132 ans de colonialisme, je pense qu'il y avait besoin d'une bouffée d'air pur et d'une société dans laquelle les choses se passent différemment. Je pense que 60 ans pour quelqu'un comme moi, c'est beaucoup, mais pour un pays, c'est pas grand-chose. Donc, on va dire qu'au bout de 60 ans, il y a des choses qui ne sont toujours pas réalisées au niveau de la société algérienne. Par exemple, cette idée de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de culte, liberté de tout ce qu'on veut. Je pense qu'on est au XXIe siècle, que l'Algérie est un pays qui doit être un pays moderne comme les autres, et dans lesquels les choses doivent se passer de façon démocratique, etc. D'ailleurs, je suis assez fier d'avoir un passeport vert sur lequel il y a marqué République algérienne, démocratique et populaire. Et j'aimerais bien que l'Algérie soit une république démocratique et populaire. J'ai l'impression que pour le moment, ce n'est pas exactement le cas. Et j'étais charmé par les Algériens qui manifestaient le vendredi et le mardi en 2019, parce que justement, j'étais charmé, j'étais un peu en colère. Hein. Je l'ai dit franchement aux Algériens. Parce que ma mère se désespérait de ce qu'était devenue l'Algérie, qu'elle est décédée le 2 décembre 2019, et que les Algériens ont commencé à bouger le 2 février 2019. Elle est décédée un mois de février, oui. Elle est février décédée 2019. le 2 février 2019, et le même mois les Algériens ont commencé à bouger le 22 février ou le 16 février, mais en tout cas après son décès. Ouais. Donc voilà, elle n'a pas su que les Algériens allaient bouger pour reprendre un petit peu la lutte. Mais elle s'imaginait, connaissant bien la société algérienne, hein, elle s'imaginait quand même comme la majorité des Algériens. Ouais. Et du côté, alors ça c'est votre message, c'est le message que vous lancerez au président. Il est en train de mener des consultations. Si jamais, parce que vous êtes algérien, on vous entend. Je ne pense pas qu'il va me demander. On va imaginer que le président vous invite à une consultation, vous lui diriez quoi? Je pense que c'est une proposition complètement théorique. J'y crois pas trop. Et je ne suis pas sûr d'être parfaitement légitime à m'exprimer là-dessus, parce que je ne vis pas dans la société algérienne. Je suis dans la diaspora, mais pas dans la société algérienne. Donc c'est un peu compliqué. Mais oui, je pense qu'il y a des garanties à donner au peuple sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté tout court. Et dans la liberté, moi, il y a des choses qui me paraissent importantes. C'est la liberté de manger à sa faim, de travailler. Ça, c'est aussi des libertés qui me paraissent fondamentales. Je suis un peu déçu, actuellement, sur le fait que quand je me balade dans Alger ou dans Oran, je croise des mendiants, des fois très jeunes, hein, qui viennent mendier parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi vivre. Ça, pour moi, c'est la première des libertés. C'est d'avoir un toit et d'avoir de quoi manger et d'avoir de quoi travailler. J'ai eu l'occasion, depuis 2010, de venir de temps en temps avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, pour faire des choses, des actions, des événements de vulgarisation de la science et tout. Et j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes à cette occasion-là, et j'ai pu constater que les jeunes sont vraiment formidables, qu'il faut effectivement leur faire confiance, qu'ils sont capables de faire des choses,
en particulier pour la vulgarisation de la science, mais pas seulement, et que c'est désespérant de voir les jeunes essayer à tout prix de partir de l'Algérie pour avoir leur propre carrière. Je pense que les jeunes Algériens ont envie de construire l'Algérie, de construire une Algérie moderne et de participer à cette construction et d'en tirer bénéfice personnel. Ouais, que l'Algérie avance globalement, mais pas en les écrasant, en leur permettant à eux de faire carrière aussi et d'avoir une vie intéressante pour eux. Et ça, c'est aussi dans la liberté. La façon dont la société doit se construire, je pense que ça c'est important. Ça c'est votre point de vue d'Algérien. Votre point de vue de Français, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses certainement à faire aussi en France pour l'éveil des consciences? C'est ma dernière question. Peut-être pour changer un peu ce désintéressement, on va dire, hein, à la chose algérienne, à ce qui se passe ici. Et pourtant nous sommes un peuple très proche et qui compte la plus grande communauté algérienne en France. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Je ne sais pas trop, en fait. Ce désintérêt, vous le vivez en tant que Français. Déjà, vous l'aviez vécu en tant que fils de Maurice Audin. Par exemple, à l'heure actuelle, dans la société française, de la façon dont on est prêt à accueillir des Ukrainiens. Ouais. Et on n'est pas prêt à accueillir des Syriens ou à accueillir... Enfin, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette façon de procéder. Et je pense que la société française continue à être excessivement raciste. Et je pense que c'est un travail de longue haleine d'essayer d'éradiquer le racisme dans la société française. Je pense que c'est le problème numéro un. Et je ne vois pas bien comment on va y arriver depuis le temps qu'il y a des associations comme... le MRAP, SOS Racisme, qui travaillent là-dessus, je constate que ça continue à être un vrai sujet, un vrai problème. Et je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Merci beaucoup, Pierre Audin. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un plaisir de vous avoir. Vous serez là le 5 juillet ? Merci de m'avoir invité. Je ne suis pas sûr d'être là le 5 juillet. Mais vous êtes invité. Non, on n'a plus besoin de vous inviter. Voilà. Après, on va voir s'il y a de la place dans les avions, s'il y a de la place dans les hôtels. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. C'était un plaisir pour moi d'être sur Radio M. Le plaisir est partagé. À très bientôt alors, on vous dit. Oui. Au revoir. Inch'Allah. Au revoir.